Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture comics par leur travail. Et vous le savez, si vous nous écoutez maintenant depuis au moins un mois, on se livre en ce début d'année 2024 à une forme de tour de France des éditeurs de comics afin de dresser le bilan de l'année 2023 et d'aborder un petit peu ce qui va se passer en 2024. Et parmi tous ces éditeurs, eh bien, on ne pouvait ne pas inviter à nouveau Thierry Mornay des éditions Delcourt. Salut Thierry. Salut Arnaud, merci de m'accueillir. Parce que je me faisais la réflexion qu'en fait, ça faisait 2 ans déjà en fait qui était passé depuis la dernière fois que tu étais venu dans le podcast. Oui, le temps passe vite, effectivement. Ouais. C'est ce qui est un peu terrible parce qu'il y avait pas mal de choses en fait laissées en suspens dans notre précédente discussion. Ouais. Donc, je vous renvoie au Super Friends de janvier 2022 pour pas non plus redire tout ce qui a déjà été dit. Il y a des choses sur lesquelles on reviendra forcément. C'est un peu une forme de continuité. C'est aussi l'intérêt d'avoir ces podcasts réguliers. Puis on va aborder des choses un petit peu différentes également. Et ma première question, Thierry, pour aborder ce podcast qui justement commence toujours par une partie un petit peu bilan. Comment toi, du côté des éditions Delcourt, tu as ressenti l'année 2023 qui était assez particulière quand même sur pas mal d'aspects? Oui, c'était une année plus compliquée bien sûr que les années précédentes qu'on avait connues. On a eu une forme d'embellie qui a touché un peu toute la bande dessinée et le monde des comics en particulier pendant la pandémie, de manière un peu inattendue, on va dire, puisque tout le monde tendait le dos à effectivement des années difficiles à ce moment-là. Et puis le monde du divertissement, notamment à travers la bande dessinée en général, les comics en particulier, c'est plutôt bien déployé au cours de cette période-là. Il faut avouer qu'on a la chance d'être en France avec un maillage de libraires qui ont été aidés pendant cette période-là en fait. Et puis effectivement les comics en ont bénéficié à ce moment-là. Je dirais que 2023 a été une année de repli commercialement parlant, mais qui finalement nous a fait revenir à un niveau qui était plutôt le niveau antérieur à la période pandémique. Donc rien de très très affolant de ce côté-là, si ce n'est que les comics représentent aujourd'hui ce qu'ils ont toujours représenté, à savoir une niche. Et ça, faut pas l'oublier, parce qu'on a peut-être tendance des fois à considérer que la croissance est quelque chose d'acquis et une croissance constante aussi peut toucher notre activité. C'est pas forcément le cas. On a effectivement une période de repli et puis qui s'est particulièrement fait sentir aussi sur la dernière année avec des choix du lectorat qui n'étaient pas forcément tournés vers la curiosité et la découverte de nouveautés, mais plutôt un repli vers des licences plus connues, on va dire. Et ça a fait une année que je vais qualifier en demi-teinte. On a tenté des choses, ça n'empêche pas. On continue à la faire avec toujours plus de nouveautés, et de découvertes de nouveaux auteurs d'un côté, de nouvelles œuvres de l'autre. Et puis il y a des déceptions, puis il y a des bonnes surprises. Mais enfin, ça, c'est quelque chose que je connais depuis maintenant 25 ans. Ouais, j'allais dire, c'est quelque chose, c'est un exercice auquel tu es rodé, en fait. Oui, c'est-à-dire, faut pas, quand on s'éloigne un petit peu et qu'on prend un peu de hauteur par rapport à ça, sur la durée, on se rend compte que les périodes de haut sont suivies de périodes de bas, de tassement et puis de redéploiement. Bon, c'est jamais que des cycles de vie qui n'ont rien de véritablement étonnant, mais même si on reste concentré en fait sur le moment présent, on peut crier au loup, être un petit peu déçu. Et moi, je l'ai été aussi par des performances qui n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer sur certains titres. Puis par ailleurs, paradoxalement, on en a d'autres qui se sont déployés là où on les attendait pas forcément. Donc ça, c'était aussi plutôt des bonnes surprises. Et je dirais tout le travail qui va en découler maintenant sur l'année 2024, mais on va y revenir, voire même 2025, parce qu'on a déjà des choses qui se profilent pour cette période-là. Va consister peut-être à être un peu plus sélectif encore dans nos choix, à se concentrer sur des auteurs phares qui sont des piliers du catalogue. Et ça c'est un travail qui est super intéressant en tant qu'éditeur, quoi, en fait, de pouvoir avoir cette souplesse par rapport à un marché qui lui est vit, tout simplement. C'est un marché vivant, tout simplement. Faut pas l'oublier, quoi. J'imagine que tu regardes aussi ce qui se passe du côté des États-Unis et notamment sur la production indé. Comment tu perçois tout ce qui, parce que et on y reviendra aussi après. Il y avait toujours aussi des nouvelles structures éditoriales qui se lancent. J'ai l'impression encore plus ces 3 dernières années avec plein d'initiatives qui se sont faites, une production qui est toujours aussi très vivante et quelque part
les possibilités pour ton catalogue qui se voient aussi démultipliées, alors que le lectorat est pas forcément voilà, là. je dirais que nous, on a un catalogue qui représente depuis maintenant près de 2 décennies une tendance forte du marché qui est l'ouverture vers ce qu'on qualifie des indépendants, mais en l'occurrence une bande dessinée qui touche plutôt à des genres qui échappent au sacro-saint genre des super-héros. Et ça, je continue à le revendiquer de manière très très forte. La multiplicité des genres d'une part et les titres en creator owned d'autre part. Voilà, ça c'est vraiment les deux marqueurs forts, je dirais, du catalogue que je continue à défendre et à animer. Ce qui se passe aux États-Unis, pour revenir à ta remarque, j'ai un peu l'impression parfois que nos amis américains ne savent plus trop à quel sein se vouer et ont tendance à vouloir faire un peu les choses. Ils tentent des choses un peu, parfois tout, parfois n'importe quoi. Maintenant, c'est pas à moi de dire ce qui peut fonctionner exactement sur le marché américain ou pas à long terme. Faut rester observateur et avec beaucoup d'humilité. Personne ne détient la vérité et surtout personne ne détient la vérité à long terme. C'est-à-dire, faut jamais insulter l'avenir et il y a des choses qui se font, qui sont très très bien. D'autres que je vois se développer qui auxquels je peux prêter un intérêt certain ou auxquels je crois pas forcément, mais c'est pas forcément moi qui vais avoir raison sur le long terme une fois de plus. Donc c'est une période qui est vraiment très intéressante parce qu'elle est très riche. Elle est très très riche en termes de propositions. Je crois qu'on n'a jamais eu moi ça fait maintenant faut pas dire le chiffre exact, hein. Ouais, ça fait 5 décennies que je lis des comics, voilà. On va dire, allez. Et en l'occurrence, j'aurais rêvé en tant que simple lecteur à l'origine, disposer d'une offre qui soit aussi variée et aussi riche qu'elle est aujourd'hui. Ça c'est réel. Après que les structures éditoriales qui les proposent soient pérennes, c'est une autre question et c'est un autre problème. Mais oui, on a tendance à voir fleurir énormément de labels. J'appellerais ça plus des labels d'ailleurs que des structures éditoriales. Chacun tentant effectivement d'aller vers des créations plus personnelles. Et ce qui n'empêche pas aujourd'hui une partie du public, que ce soit aux États-Unis ou en France, de continuer à suivre et à se raccrocher presque à des personnages ou à des licences qu'ils connaissent déjà. Donc c'est toute la difficulté, mais c'est aussi tout le pari et l'intérêt de travailler sur ce facteur curiosité que j'évoquais tout à l'heure et tenter de l'activer chez les lecteurs, quoi. Et c'est en cela que notre offre elle reste on ne peut plus valide. Et tu sais un petit peu comment tu estimes pouvoir activer cette curiosité? Comment est-ce que... Alors, on l'avait dit, hein, il n'y a pas de recette miracle parce que sinon, tout le monde saurait l'appliquer et en fait, on serait sûr, voilà. Ouais, confère notre discussion il y a 2 ans, effectivement, ouais. Tu vois. Mais est-ce que tu t'arrives à jauger un petit peu comment est-ce que tu estimes qu'un lectorat peut se montrer curieux, en fait, que ce soit alors sur le genre en question parce qu'il a peut-être pas été assez abordé, sur des grands noms qui sont liés à un projet de comics? Le transfert de lectorat depuis qui va suivre un auteur depuis une licence sur laquelle il va l'avoir découvert vers un travail plus personnel, c'est extrêmement limité. On s'en rend compte quand même par expérience. Ça peut se produire, mais enfin il y a très très peu d'acteurs du monde des comics aujourd'hui qui est capable en tant qu'auteur d'emmener en fait son lectorat ou un lectorat qu'il a bâti sur une licence connue vers ses propres créations de manière massive et pérenne. Une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas effectivement des choses d'exister. Je vais prendre un simple exemple là pour illustrer ça. Quand on voit le travail qui a été effectué par Eric Powell, qui était pourtant déjà connu pour The Goon à travers le travail qu'il a effectué en collaboration avec Harold Schechter sur l'autopsie biographique de Ed Gein, on se rend compte que là on a pu toucher effectivement un lectorat qui n'était pas forcément un lectorat qui s'était intéressé à The Goon auparavant. Donc je pense que la recherche de la qualité, l'innovation, le fait d'aller chercher des formats comme c'était le cas pour Ed Gein avec un véritable, cette fois-ci, roman graphique, parce que c'est un terme qui est galvaudé et que j'utilise très très peu ou pas du tout à tort et à travers, autant cette fois-ci je pense qu'on a affaire à un roman graphique dans le sens où c'est quelque chose qui est complet et qui se suffit à lui-même, contrairement à une compilation de récits de super-héros de 5-6 fois 20 pages et qu'on appelle aussi roman graphique par défaut, quoi. Là on a affaire effectivement à un véritable roman graphique et ça c'est des formats aujourd'hui, oui, qui peuvent intéresser un lectorat qui va pas s'intéresser aux travaux antérieurs de cet auteur, quoi, par exemple.
Il y a notamment aussi la question de la reconnaissance du comics aujourd'hui en France, qui a été très questionnée avec la place d'un rayon comics en fait dans les librairies. Est-ce que tu fais aussi ce constat qui a été partagé par plusieurs de tes collègues du comics en tant que tel qui disparaît en fait des rayons, ou alors qui a du mal en tout cas à exister? Oui, alors si on remonte aux années 80-90, il y avait déjà des comics en librairie. Hein. On n'a pas été les inventeurs ou les premiers à faire ça. Donc là aussi, il faut regarder un petit peu l'historique. Et il y a eu des périodes d'embellie de la présence de la bande dessinée américaine au sens large du terme. À travers ces différentes décennies, il y a eu des moments effectivement à travers des épiphénomènes comme ont pu l'être par exemple Walking Dead, qui ont permis effectivement que les comics prennent une place plus importante au sein des rayonnages des libraires. Ces dernières années, il faut bien avouer que c'est plutôt le manga qui est revenu en force, et là aussi il y a un problème de place. Donc moi j'incrimine vraiment personne là-dessus. C'est-à-dire que un libraire, c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui a besoin de vendre ce que les lecteurs vont lui demander. Donc, si effectivement le manga le vend en poupe, c'est normal de lui faire plus de place. Et ça peut se faire au détriment, d'une part, de la bande dessinée franco-belge sur certains pans, et des comics de l'autre. Si on n'a pas effectivement aujourd'hui une offre globalement, et là c'est pas forcément chez nous Delcourt, mais une offre sur l'ensemble de la place de la part des éditeurs qui va susciter l'intérêt de suffisamment de lecteurs, c'est pas étonnant non plus que le libraire fasse un choix qui est un choix parfaitement respectable d'ouvrir plus effectivement ses rayonnages au manga d'un côté ou à une certaine autre forme de bande dessinée que sur la partie comics, quoi. À nous d'être réactifs, à nous d'être positifs, et puis de tenter de voir avec eux, de discuter avec eux et de voir ce qu'on peut leur proposer, quoi. Ce qui est parfois un petit peu dommage en revanche, c'est que certains points de vente aient tendance à mettre tous les comics dans le même panier. C'est-à-dire que là, une fois de plus, je reviens à un de mes chevaux de bataille, qui est de pas limiter les comics au simple genre super-héros, et d'arriver effectivement je vais pas dire éduquer, mais à évangéliser suffisamment l'idée selon laquelle les genres existent de manière multiple au sein de la bande dessinée américaine. Donc moi j'ai la chance d'avoir et d'animer un catalogue qui est extrêmement varié de ce côté-là, hein. Ça va de la SF à l'horreur en passant par le polar et d'autres genres encore. Et un petit peu de super-héros quand même, hein, puisqu'on a la chance de piloter une série qui s'appelle Invincible et qui rencontre un succès certain. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut sans cesse effectivement travailler, aller à la rencontre des libraires, expliquer, être présent et leur dire que tout n'est pas forcément à mettre dans le même panier, et que les comics, c'est pas une seule entité en fait, c'est une multiplicité c'est une offre qui est multiple en fait. Alors sur cette question-là, notamment eu des idées qui avaient été émises, ce serait de faire disparaître en fait le rayon comics au profit d'un rayon super-héros en tant que tel, où tu mettrais que les super-héros dedans, et que tous les autres titres qui existent en fait se retrouvent donc dans des rayons de genre, de polar, de SF. C'est quelque chose qui te semblerait logique pour toi? Mais c'est une idée qui sort de qui? Qui en parle? C'était tes collègues éditeurs, dans les discussions que j'ai pu avoir aussi, avec même de certains libraires en fait, vraiment d'autres acteurs professionnels du milieu en fait, et je crois que j'ai vu aussi chez des lecteurs, hein, d'ailleurs. On en vient à une forme de logique, effectivement. Il n'y a pas d'ostracisme, mais dans ces conditions-là, il faut faire la même chose avec les mangas dans ce cas-là. Et la multiplicité des genres, elle existe aussi sur les mangas. Donc est-ce qu'on choisit de faire de la même chose sur les mangas? Ça deviendra beaucoup plus difficile, parce que là il y a une identité produit qui est beaucoup plus marquée encore, sur la partie manga, ne serait-ce que par les formats qui sont proposés, que ce qu'on peut trouver sur la partie comics. Si aujourd'hui le nerf de la guerre reste la diffusion et la distribution, et si aujourd'hui les libraires sentent que c'est une solution pour eux, et que c'est pas forcément une solution qui descend de la part de quelques éditeurs qui veulent imposer une vision des choses, pourquoi pas? Oui, il faut qu'elle soit partagée et que tout le monde en soit parfaitement convaincu. On
encore une fois, moi, je prétends pas détenir la vérité et je me dis toutes les bonnes idées sont à prendre en fait pour aujourd'hui continuer à faire exister des œuvres de qualité, quoi. C'est pas la vérité, tu vois, mais c'est juste ce que toi t'en penses aussi en tant qu'éditeur, et de dire est-ce que pourquoi un criminel irait pas dans le rayon vraiment polar, à côté de Le Tueur ou à tout autre c'est pas une question historique, puisque tu le sais, on échange depuis suffisamment longtemps et c'est ce que je défends auprès aussi de beaucoup de lecteurs en répondant aux questions sur les forums ou autres, ou en étant présent sur les festivals. L'identité du catalogue que j'anime et que je défends, elle est justement multigenre. Donc moi, toute idée qui va vers la présence des ouvrages que j'édite de manière à ce qu'ils soient mis en valeur, que ce soit par thématique, par genre, par auteur, me convient. Les faire sortir effectivement d'une forme de ghettoisation des comics en librairie, tout ça ne peut que me convenir, oui, sur le principe. Sur le principe, mais à voir comment c'est appliqué. Faut voir comment ça peut être appliqué et surtout soutenu, encore une fois, parce qu'il faut pas que ce soit quelque chose qui soit imposé. Il faut que tous les acteurs de la chaîne du livre on soit intimement persuadés et suivent l'idée, quoi. Mais est-ce que on sait justement, ce que tu parlais du manga juste avant, pourquoi en fait on a encore, parce que comme tu le dis, on fait aussi des interviews et des discussions depuis maintenant pas mal d'années, ce qui ne me rajeunit pas non plus, hein. Mais je me prends la balle aussi. Non mais attends. Certes, vouloir me vieillir. Non, mais pour te dire que t'es pas le seul, tu vois, à vieillir. Mais ce que je veux dire plus sérieusement, c'est parce que ce discours-là aussi, je le tiens avec First Print, avec Comics Blog aussi, de dire voilà qu'il y a cette pluralité des genres, et pourtant alors moi je fais un constat seulement depuis une dizaine d'années, toi depuis un peu plus longtemps, mais de se dire en fait malgré tout, dans le lectorat généraliste, en fait l'idée que les comics existent en dehors des super-héros a toujours, à mon sens, pas pris non plus. Enfin, j'ai pas l'impression. Et alors que justement le manga, tout le monde admet, je crois aujourd'hui, que il y a pas un manga type. Je veux dire, le manga c'est pas que Naruto, Dragon Ball, je pense que tout le monde le sait. Alors certes, il y a aussi d'énormes licences qui pilotent quand même l'ensemble du secteur en France, mais je crois que tout le monde a intégré qu'il y avait des genres tout à fait divers dans le manga et dans la franco-belge, et pourtant sur le comics on n'arrive pas à se défaire de cette idée. Ouais, alors peut-être qu'il y a une grosse différence aussi en termes de manga. Enfin, le lectorat de manga, il est beaucoup plus resserré autour d'un lectorat jeune, on va dire, que ne peut l'être aujourd'hui le lectorat comics, qui est quand même sociologiquement beaucoup plus âgé, on va dire, ne serait-ce que par l'implantation antérieure des comics en version française. Hein. Ça remonte à l'après-guerre pour les premiers, hein, si on veut. Et puis ensuite les années 60-70. Donc on a aujourd'hui un lectorat comics, certes qui s'est renouvelé en partie, mais les lecteurs de comics avec un certain nombre de moyens financiers, et donc capables de suivre une bonne partie de la production, sont des gens qui sont dans l'ensemble beaucoup plus âgés que ce qu'on peut trouver en majorité. C'est toujours très difficile de faire des généralités de cet ordre-là, mais quand même, on se rend bien compte qu'il y a un lectorat dans son ensemble qui est beaucoup plus jeune, qui lit les mangas. Il y a eu une identité qui est liée aussi au format, on l'évoquait tout à l'heure, et qui a fait que pas seulement des rayons, mais des boutiques spécialisées manga et culture asiatique, de manière beaucoup plus élargie en fait, se sont implantées en France depuis quelques années, voire décennies. Les comics ont toujours été présents dans le cadre de la bande dessinée, puisqu'on est quand même un pays de forte culture bande dessinée, et les premiers comics en librairie étaient pas spécialement estampillés comics, hein. Ils étaient c'était une offre de bande dessinée, certes venue d'ailleurs, mais qu'on trouvait aux côtés de la BD franco-belge traditionnelle, quoi. Donc il n'y a pas eu ce schisme véritable en fait en termes de provenance culturelle qu'on peut observer sur le manga. C'est un des éléments possibles. Alors après, on pourrait réfléchir un peu plus loin, essayer de comprendre le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a probablement un lectorat comics qui est beaucoup plus conservateur, peut-être dans ses goûts, hein, peut-être lié à son âge en partie, et puis dans sa manière d'être, et qui reste planté sur un genre en particulier. C'est vrai aussi pour certains libraires. Et ça amène aujourd'hui une non-porosité en fait des autres genres vers des rayons bande dessinée plus classiques, quoi.
Ouais, c'est ce qui m'avait aussi amené à te poser la question la dernière fois qu'on s'était parlé du fait que chez Delcourt, sur la collection Contrebande, tu ne voulais pas changer de format. En fait, tu le maintenais il y a 2 ans, et ça s'est confirmé par la pratique. Hein. Les bouquins de Delcourt sont toujours dans le même format. T'as pas fait d'expérimentation comme on a pu le voir à côté, que ce soit pour les collections de poche maintenant qui sont arrivées chez Urban et qui arrivent bientôt chez Panini, ou les grands formats du grand format Urban, alors que donc c'est une stratégie qui a été utilisée pour justement ce décloisonnement un petit peu sur certains titres de genre, donc que ce soit Nice House on the Lake par exemple, ou oui, qui est un peu un épiphénomène, hein. Faut pas le généraliser aujourd'hui. Non, mais qui est remarquable en fait, hein. C'est un succès qui est remarquable, un épiphénomène qui montre que là-dessus les libraires l'ont quand même identifié, s'en sont emparés. Je suis à peu près persuadé que s'il était sorti dans le format qu'on connaît, les libraires seraient sûrement passés à côté, comme beaucoup d'autres titres indépendants de très bonne qualité, dont j'ose penser que en fait les libraires ne les identifient pas parce que ça c'est dans le format comics. Et du coup, c'est rangé avec les super-héros. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, parce que oui, c'est un choix stratégique, mais qui est pas forcément celui que moi je défends en interne. Mais simplement, c'est des stratégies plus de structure. Il est plus simple aujourd'hui pour des labels comme Urban ou comme Panini, qui ne font quasiment que cela, d'accord, qui ont une forte identité quasi unique sur la partie comics. D'expérimenter des choses, et puis parce que on les laisse faire tout simplement. La partie le catalogue comics, moi que j'anime, il dépend d'une structure qui a déjà une identité extrêmement forte, qui s'appelle Delcourt, et qui propose aujourd'hui de la littérature, qui propose du manga, qui propose des mangas, pardon, qui propose de la BD franco-belge, de la BD jeunesse, qui propose des livres jeunesse aussi. Et voilà, les choix stratégiques qui sont faits par la direction sont pas forcément peuvent pas répondre effectivement aux mêmes choix stratégiques qui sont faits ailleurs, quoi, tout simplement. Donc plutôt parce que Contrebande, c'est vraiment une collection au sein d'un oui, c'est ça, éditeur. C'est une collection au sein effectivement du label Delcourt, ouais. Donc on peut pas forcément développer les choses. Maintenant, tu cites Nice House on the Lake. Moi, il y a quelques années, j'ai publié Porcelaine. C'était au format album franco-belge. J'ai publié Le Fléau. C'était à ce format-là. Oui, c'est vrai aussi, oui. Donc, là aussi, il faut remonter dans l'histoire et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, on s'est jamais interdit, effectivement, de proposer des albums, qui sont issus d'une production comics, à d'autres formats, quoi. Après, que ce n'est pas rencontré le succès qui permet aujourd'hui à cet épiphénomène qui est Nice House on the Lake, mais qui est un succès remarquable, hein, faut le reconnaître, puisque le contenu était vraiment intéressant aussi. Maintenant, on en reparlera peut-être, mais fin 2024-2025, ça amènera peut-être aussi d'autres choses, d'autres changements, puisque tu évoquais tout à l'heure ce que proposent les éditeurs américains. Eux aussi, ils se posent des questions sur le format à l'heure actuelle, hein. On a des offres qui émanent de nouveaux acteurs, Distillery en tête. Et oui. Je l'avais en tête aussi, ouais. Qui se rapprochent très très fortement en termes de rythme de narration, aussi bien que de format de publication, de l'album de bande dessinée traditionnelle. Donc peut-être que là, les passerelles vont se trouver de manière un peu plus naturelle, quoi. Ouais. Mais pareil, je crois que, enfin, tu me dis si je me trompe, est-ce que Delcourt, de façon générale, fait ces collections de poche que font aussi Dargo, Casterman, ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui non, qui c'est existe? absolument pas quelque chose qui fait partie de la stratégie de la maison d'édition. Okay. Et aujourd'hui, on n'a pas, pour rebondir sur ce que tu évoquait à propos de l'arrivée de Panini sur les formats poche, Ouais. à l'instar de ce qu'a proposé Urban ces dernières années. Pour ça, il faut avoir un catalogue et un contenu éditorial qui s'y prête. Et ça serait pas forcément le cas aujourd'hui, à part quelques éléments, quelques séries qui pourraient justifier des vagues de publications importantes au sein d'un format tel que celui-ci. Et puis c'est encore une fois pas un choix stratégique qui est fait ici. Donc voilà.
D'accord. Il y a quelque chose aussi qui a marqué un peu l'année 2023, peut-être plus du côté des lecteurs aussi, mais de toute façon c'était une conséquence directe de ce qu'on a évoqué aussi il y a 2 ans sur les coûts des matières premières qui se sont fait ressentir sur toute l'industrie par des augmentations graduelles, notamment pendant toute l'année 2022 en fait des prix des albums. Ce qui n'a pas été notre cas chez nous. C'est ce que et c'est ce vers quoi j'allais y venir, et ça n'a jamais été le cas sur tous les albums, en tout cas sur Contrebande. Non, on a tenu absolument à maintenir effectivement un prix d'ensemble. On a encore une fois pas du tout les mêmes stratégies de prix, que ce soit sur les prix qu'on qualifie les prix d'attaque en fait, avec des albums, des tomes 1 de série proposés à 10 €. Ça a été quelque chose qui s'est vu ces dernières années. On n'a pas du tout cette approche-là. Nous, on a préféré maintenir sur l'ensemble de notre production des tarifs qui étaient antérieurs à la période pandémique et à l'augmentation des coûts de production, et plutôt que de les répercuter. Et donc, c'est bien sûr les marges sur lesquelles on va prendre, et ce qui nous amène à modérer toujours, dans le respect du lecteur, le prix de nos ouvrages, tout simplement. Après, c'est modéré pour le respect du lecteur, mais après, il y a aussi des impératifs réels, c'est-à-dire que si le coût de l'électricité augmente, donc les imprimeries doivent vous facturer plus cher, le coût de l'essence augmente, donc les transports des bouquins augmentent aussi. Vous avez quand même fait un choix qui, maintenant, avec le recul, vous étiez dans le mid, dans la moyenne, en fait, sur les prix des différents albums. Maintenant, vous êtes sur certains aspects parmi les moins chers en fait en alors on regarde toujours les prix moyens, ce qui est une erreur. Il faut regarder les prix médians, et en l'occurrence même en médian je pense que vous avez baissé du coup par rapport aux autres. On essaye de maintenir une cohérence de catalogue, et toujours d'avoir une politique de prix qui est à la fois associée au type de pagination qu'on propose, au type de format que l'on propose, et au moins le lecteur s'y retrouve aisément, quoi. J'ai pas grand chose à dire ou à commenter là-dessus. Enfin, je pense que j'ai répondu, j'ai tout dit. Ouais, il y a une vraie volonté aujourd'hui de ne pas forcément augmenter. Et c'est pas seulement lié à la partie comics, c'est lié à l'ensemble de la politique du groupe, en fait. C'est des choix stratégiques qui sont faits au niveau de la direction. Et moi, je respecte ça. Je suis plutôt porteur de ces idées-là, quoi. Est-ce que vous avez dû revoir un petit peu aussi vos politiques en nombre de sorties et aussi de tirages d'albums? Est-ce que tu vas vers quelque chose de plus calme, puisque à mon sens, j'ai pas encore fini le bilan 2023, mais à mon sens quand même, on va vers une période un petit peu je dirais pas de flottement, mais peut-être de décélérer, en fait, de décélération peut-être. Mais complètement. Non, de décélération. Enfin, faut pas avoir des mots, faut pas avoir peur des mots. Je vais pas les dire à la place des gens, c'est pour ça. Non, mais clairement. Enfin. Oui, aujourd'hui, on a une politique qui nous a fait revoir, par exemple, le nombre d'intégrales qu'on a pu sortir sur 2023, par exemple. On a énormément calmé le jeu parce que on s'est rendu compte que le lectorat n'était pas réceptif aux intégrales qu'on proposait. Donc, on réfléchit à une autre manière de les proposer. Il y en aura quelques-unes en 2024, mais pas autant que j'aurais souhaité en faire et pas autant qu'un certain nombre de lecteurs probablement le souhaiteraient. Mais on continue à développer. Enfin, tout ce que l'on fait aujourd'hui consiste à pas forcément faire des braquages à 180 degrés au gré du vent, mais plutôt à être dans une politique posée qui est là et installée dans la durée. Ça me semble. Moi, j'ai toujours fait mon job en me disant le plus important, c'est pas de briller au firmament pendant quelques temps, c'est d'être là dans la durée. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'installe dans cette logique-là. Donc oui, effectivement, on a diminué le nombre de publications légèrement en 2023, et on va poursuivre sur cette approche en 2024, mais ce qui va nous amener à une sélection encore plus resserrée, je dirais, de l'offre produit. On va poursuivre un certain nombre de séries en cours, bien entendu. D'autres sont mises en stand-by, clairement, parce que quand on se rend compte qu'effectivement on continue à sortir des tomes d'une même série à perte, il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions, d'accord. Si on veut durer, on peut pas se permettre de continuer à sortir des albums à perte, voilà, parce que un éditeur est une maison qui est censée faire des bénéfices. C'est une activité commerciale, faut pas le perdre de vue. C'est pas plaisant
C'est pas du tout plaisant pour un éditeur de devoir se dire bon sang, on va devoir attendre un peu plus pour sortir tel ou tel tome de telle série qu'on aurait pourtant bien aimé avoir au catalogue. Reculer tel projet, c'est aussi des choses qui se font. Et puis être énormément plus sélectif en termes de ce qu'on considère être des projets de qualité sur les nouveautés qu'on va proposer en 2024. Ouais. Bah, j'imagine que quand tu t'évoques par exemple des projets sur lesquels vous mettez pause, peut-être que Radiant Black se situe là-dessus. Radiant Black, parce on a que fait aux États-Unis, c'est devenu tout un univers, le Massiveverse, avec oui, pas mal de séries. Dès le départ, ça s'est développé comme ça. Donc on avait l'espoir que ça puisse trouver un écho suffisant en France. Ça n'a pas été le cas, donc je suis le premier à le regretter parce que j'avais vraiment bien aimé le début de Radiant Black. J'étais prêt aussi à publier Radiant Thread et pas mal de spin-off autour. Le Massiveverse, c'est un projet intéressant. Faut bien avouer aussi que c'est pas un projet non plus qui cartonne du feu de Dieu aux États-Unis. Hein. Ça marche bien, mais c'est pas non plus massif, quoi. D'accord. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Et ben ici, ça n'a pas eu l'écho qu'on aurait souhaité ou que ça pourrait mériter, même dans l'absolu. Pourtant, c'est une série qui a énormément de qualité. Il y a une qualité de dialogue de Cal Higgins qui est superbe. Il y a un dessin qui est frais, qui est intéressant. Il y a des développements de personnages qui sont vraiment intéressants. On peut pas forcer les gens à aller vers quelque chose qu'ils veulent pas suivre. Hein. Ça, c'est toujours ton mantra de dire que au final, c'est quand même le choix du lecteur qui sanctionne de toute façon. Enfin voilà, c'est le lecteur a raison. Faudra prouver à un moment donné que c'est pas ça, quoi. Bah, quelque part, le fait que t'aies insisté sur Walking Dead ou que t'aies publié Invincible jusqu'au bout, alors que sur certaines logiques, peut-être que maintenant t'aurais dû les arrêter, tu vois. Oui et non, parce que les chiffres de vente étaient pas les mêmes. Ouais. Donc face à une offre peut-être aujourd'hui beaucoup plus pléthorique qu'elle pouvait être à l'époque, la possibilité de faire vivre une série ou d'arriver ne serait-ce qu'à l'équilibre sur tel ou tel projet, ça devient beaucoup plus difficile que ça pouvait l'être il y a 10 ou 15 ans. Enfin, Walking Dead, il n'y a pas eu de souci, hein, ça a très vite démarré. Invincible, t'as remarqué, elle est valable sur Invincible, ouais. Mais justement, parce que tu disais dans un article de BFM publié donc de Jérôme Lachasse que il y avait dans la BD américaine des licences donc qui s'en sortent encore très bien, mais que c'était vraiment devenu très difficile en fait pour des créations plus indé d'exister. Est-ce qu'il y a aussi un lien peut-être justement avec cette offre dont tu parles? C'est plus difficile de se faire une place et de montrer qu'un titre existe, juste exister en fait, juste de faire prendre conscience aux gens. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est de l'espace de communication, c'est de l'espace marketing, c'est de l'espace chez les libraires. On l'a déjà évoqué, ouais, d'accord. C'est peut-être des sélections qui arrivent à contretemps. D'accord. Quand je dis une sélection, c'est le fait de présenter sur le marché un produit que l'on ou une série ou un album qu'on trouve parfaitement pertinent au moment où on signe les droits, et puis au moment où on le sort, effectivement, on n'est plus dans cette approche-là. C'est parce que le lectorat à ce moment-là va vouloir venir, parce qu'on est dans une logique aujourd'hui qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, où la dernière nouveauté vient supplanter dans l'esprit des gens quelque chose qui a pourtant été très très hot 3 mois auparavant, quoi. Donc cette rapidité avec laquelle les choses remplace ce qui était présent précédemment, ouais, ça joue beaucoup. Donc on a des temps de production aujourd'hui sur la BD qui font que c'est parfois compliqué et qu'on peut se planter assez aisément, quoi. C'est beaucoup plus difficile de faire vivre, qui plus est, des œuvres indépendantes. Oui, ça c'est une réalité. Enfin, les chiffres de vente sont là pour me le prouver, en fait, hein, chaque semaine. Donc bon, là aussi, c'est une question d'adaptation. Qu'est-ce qu'on fait? On resserre l'offre, on essaie d'être un peu plus dans l'acuité et la justesse de nos choix, et puis et on espère effectivement continuer à trouver le prochain Ed Gein. Je parle même pas du prochain Walking Dead, parce que je pense qu'on est sur un phénomène qu'on aura du mal à reproduire comme ça.
Et puis ça n'empêche pas de temps en temps que ce soit au détour d'un format, au détour d'une œuvre. Là en ce moment on a la chance de voir le lectorat extrêmement bien réagir à un album indépendant presque venu de nulle part entre guillemets qui s'appelle Chroma. Je suis particulièrement ravi parce que c'est une œuvre d'une très très grande qualité, réalisée par un créateur d'une sensibilité moi que j'aime beaucoup depuis que on l'a publié côté de Robert Kirkman sur Oblivion Song, et puis donc je connaissais aussi le travail précédent puisqu'il n'en était pas à son premier rodéo, et Lorenzo qui d'ailleurs est en tournée cette semaine, il vient d'arriver aujourd'hui d'ailleurs je crois que c'est Nice. Il est en train de il sera sur Paris jeudi d'ailleurs. Donc quand vous écouterez ce podcast, je pense que la semaine sera déjà passée. Donc ok, d'accord. Mais j'avais pas cet élément là en tête. Non, mais on en avait parlé. C'était pas un shameless plug, hein. C'était vraiment une info là-dessus, parce que vraiment c'est un auteur que j'apprécie particulièrement à la fois à titre personnel et puis qui vient de prouver là qu'il était un auteur complet, capable de produire quelque chose qui est vraiment hors du commun et qui a réussi à assimiler la narration à l'américaine, alors que Chroma était prévu pour le franco-belge, comme il explique dans la postface. Mais c'est là où on sent effectivement que la fusion elle est totale, d'autant plus venant d'un auteur italien. Donc on est dans du multiculturalisme il n'est même plus question de genre, enfin on appelle ça comics si on le veut, mais pour moi c'est un magnifique album de bande dessinée. Ouais. Dans ce même article aussi, tu dis à un moment que tu regrettes que la BD d'origine américaine soit formatée en soi-disant roman graphique. Qu'est-ce que tu entendais par là? C'était juste une réaction, alors peut-être sortie de son contexte lorsque j'ai répondu à cette interview, mais on en a parlé au tout début de l'interview. Le terme roman graphique est tellement galvaudé aujourd'hui que on appelle tout et n'importe quoi roman graphique. En revanche, il est aussi question du fait que on ne veuille pas considérer comme étant de la BD américaine et donc des comics entre guillemets, des ouvrages qui sont des romans graphiques. Les romans graphiques sont des comics puisqu'ils sont issus d'une BD anglo-saxonne quelque part. Mais j'ai tellement l'impression que tout ça sont des querelles de clochers qui alimentent des débats totalement stériles, quoi. Je veux dire, arrêtons-nous sur le fait qu'il s'agisse de bonnes et magnifiquement racontées bandes dessinées, quoi. Que ce soit d'ailleurs des mangas, que ce soit des comics, que ce soit de la BD franco-belge, on a tellement de chance. Enfin, on devrait se réjouir de ça, quoi. Il y a tellement de pays, si les gens voyagent un petit peu, où l'offre est réduite à une portion congrue ou voire inexistante. On a une chance folle aujourd'hui d'avoir une offre qui est pléthorique, aussi bien en quantité qu'en qualité, quoi. Complètement. Après, le seul souci, c'est qu'on n'a pas un lectorat qui est aussi développé, ou alors qui a peut-être pas les moyens de tout prendre. C'est pour ça qu'on est aussi dans la situation que l'on connaît actuellement. Ouais, être éditeur, c'est un métier de frustration, hein, si on veut aussi. Hein. C'est parfois un métier de succès, mais c'est beaucoup un métier de frustration. Parce 25 ans de frustration à la longue, ça peut. Enfin, ça peut être lassant. Non, parce que tu dis que ça fait 25. Non, tu disais plus de 20 ans que tu bosses comme éditeur. Ouais, un peu plus de 25 ans, oui. Ouais, ça fait 25 ans. Ça. Mais donc 25 ans enfin, forcément, t'as eu des hauts. Mais faut bien faire la part des choses de ton côté aussi, à te dire que les frustrations emmagasinées finissent pas par te dégoûter. Non, je serais pas là sinon. Oui, certes, je serais pas là. Mais c'est pour expliquer. Et non, au contraire. Enfin, on apprend de ces frustrations. Et puis, encore une fois, ça fait partie du job. Si on veut être éditeur et durer, et si on pense que on ne va connaître que des succès, que tout va bien, on se trompe. On se trompe d'approche. Enfin. On peut pas changer ce paradigme en fait. Éditer, c'est projeter de la passion à travers les projets qu'on défend, en espérant que suffisamment de personnes vont ressentir cette passion et être intéressées par les projets qu'on présente. C'est comme dans la vie de tous les jours, ça peut pas marcher à tous les coups, quoi. Donc, voilà, il y a des choses et des projets qui nous tiennent à cœur et qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. C'est les jeux, ma bonne dame. Alors sur 2023, il y avait quelques axes juste que je voulais noter. Le premier, c'était quand même l'accentuation
du catalogue sur Scott Snyder notamment quand même, parce que tu le publiais déjà à l'époque. Il y avait notamment Undiscovered Country qui avait été démarré, mais là quand même en début d'année dernière, on avait commencé avec le Démon avec Greg Capullo, puis on a eu Clear avec Francis Manapoul, magnifique, ouais, qui est très chouette. La Nuit de la Goule quand même, qui est pour l'instant mon préféré de ces trois là. Donc ça c'est un contrat aussi qui est lié avec Comixology Originals. Ça je me rappelle qu'on l'avait annoncé aussi. Non, c'était il y a deux contrats différents en fait et un peu en parallèle, mais enfin on a signé un contrat avec Scott avec Scott directement sur l'ensemble de ses œuvres en creator owned. Encore une fois, hein, ça revient sur des choses qui me tiennent à cœur. Il y a un ensemble de 8 ou 9 one shot / séries potentielles qui sont prévues. On les décline au fur et à mesure. Donc tu en as cité quelques-uns, et le prochain à venir c'est Canary, réalisé avec Dan Panosian, qui sera publié en avril ou mai, je crois, parce qu'il a fait le yo-yo au niveau du programme. Zut. Okay, tout simplement parce que Dan mettait un peu de temps à boucler le dernier numéro. Voilà. C'était donc ça y est, on a tout le matériel, la traduction est faite, donc on va rentrer en production de cet ouvrage, mais je crois qu'il est programmé pour prochainement, parce que nous on l'avait, ouais, d'accord, parce que nous on l'avait annoncé pour ce mois-ci là, pour le mois de janvier, mais effectivement il a dû décaler. Il a été repoussé. Ouais. Il avait été, mais c'était quand il avait été annoncé, c'était en septembre dernier, donc c'est quand ils envoient les. Ça a bougé énormément. Ouais. Bah ça arrive. Mais alors comment tu faisais pour choisir au départ, parce qu'au départ t'avais plusieurs titres qui étaient déjà publiés. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus vers des mots en premier plutôt que parce que il me semble qu'à ce moment-là il y avait quand même déjà pas mal de titres qui. Non, c'était quasiment le seul qui était complet en fait. Hein. Ouais, c'était que chronologique. On les publie quasiment dans la chronologie où ils sont, où ils sortent d'ailleurs chez Dark Horse en version imprimée. Ouais. Derrière, après il y en a un autre qui doit être prêt aussi et complet, c'est le Book of Evil réalisé avec Joke, mais qui est un ouvrage d'un type un peu particulier, parce que là on est dans le roman graphique. C'est de la prose illustrée. C'est de la prose illustrée, effectivement. Donc c'est un ouvrage qui est probablement plus compliqué à présenter aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas de date de publication pour Book of Evil. On verra ce que ça donne. Et puis parallèlement, Joke est en train de travailler sur Gone pour Distillery. Donc on verra si on capitalise plutôt sur Gone en premier avant de présenter Book of Evil. Voilà, ça fait partie de l'animation d'un catalogue qui est basé avant tout sur les auteurs, encore une fois, sur leurs œuvres. Donc on essaie de voir de quelle manière ça peut marcher. Alors après, sortir un ouvrage de Scott Snyder et Greg Capullo, qui sont les auteurs qui ont réanimé Batman, c'était pas dénué de sens à mon avis, quoi. Hein, et puis derrière, effectivement, le travail qu'il a réalisé avec Francis Manapoul sur Clear, qui est l'un personnellement de mes préférés à ce jour, aussi avec La Nuit de la Goule. Ouais, là on a vraiment des univers entiers, on a quelque chose de très riche, de très bien bâti, très bien écrit. Voilà, ça fait partie des auteurs auxquels on fait confiance. Ça s'est négocié durant de longues heures au téléphone avec Scott pendant la pandémie, en fait. Ouais. Ce contrat. Et comme ça peut arriver parfois, même si moi je rechigne toujours un petit peu, mais ça s'est signé en aveugle entre guillemets, c'est-à-dire que ce jeu, j'avais que des pitchs avec des noms de séries d'ailleurs qui étaient même pas arrêtés. L'un des exemples aussi étant Noctera, qu'il a réalisé avec Tony Daniel et qui a porté 4-5 noms avant de se fixer sur Noctera. J'ai les premiers pitchs qu'il m'avait envoyés à l'époque. Mais même nous, en plus, quand avec les annonces, on avait changé de titre au moins une fois publiquement, médiatiquement. Il y a eu 3 ou 4 titres différents en fait sur Noctera. Mais voilà, bon après ça c'est les choix qui sont faits créatifs, et encore une fois là, moi je respecte énormément les auteurs, et on suit leur choix, quoi. Mark Russell aussi, t'avais reproposé, t'avais fait le retour du Messie le premier. Alors, mais par contre, plutôt que de faire la suite, par contre, donc tu prends Not All Robots. Ouais, bah écoute, on a plutôt une des fins, on va dire là-dessus, puisque l'album a été réimprimé rapidement. C'est un très très bon album. Là aussi, j'aime beaucoup le travail de Mark Russell de manière générale. Le retour du Messie a absolument pas marché. Ce qui me rend triste. Mais moi aussi, ça me rend triste. Hein. Tu vois, quand je parlais de frustration, tu touches du doigt ce qu'il en est. Mais The Long Earth, qui sort également de chez Aoi, est une excellente série de super-héros, et à côté duquel le lecteur est passé complètement.
C'est donc il a raison, hein, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Ah non, je le reprenais de toi. Attends. Mais peut-être qu'on n'a pas fait le travail suffisant, peut-être que l'album n'était pas suffisamment visible. Que dire? Voilà. C'est extrêmement dommage parce que c'est une série d'une qualité incroyable sur un genre qui est le genre super-héroïque, mais avec comme tout ce que je publie en termes de super-héros, avec un angle d'attaque qui est un peu particulier et une originalité dans l'écriture, dans la tonalité que moi j'aimerais pouvoir retrouver si j'étais encore lecteur vraiment chez les super-héros Marvel et DC, quoi. Il y avait un grand temps fort en 2023 aussi. Donc, qui va trouver sa conclusion à l'heure où on enregistre, c'est demain. Berserker. Ouais, tout à fait. Berserker, quand même, le gros titre de Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney, où je me rappelle même que là, tu parlais parfois d'efforts marketing, là, vous avez poussé les potards plus loin que d'habitude, parce que on a vu des pubs au cinéma pour du comics. Je sais pas depuis combien de temps on n'en avait pas eu, mais franchement, quand même, grande première et tout ça. C'est angoissant, c'est d'avoir ce genre de grands lancements, et surtout que, en plus, je me rappelle que tu t'avais décalé la publication, et aussi pour qu'il n'y ait pas trop d'espacement entre les 3 tomes, mais aussi parce que, techniquement, il y a aussi un projet de multimédia là-dessus, hein, avec films et séries d'animation qui n'arrive hélas toujours pas, alors que maintenant on arrive à la conclusion de la série en comics. Oui, alors oui et non. Alors angoissant, non, pour répondre à ta première remarque, c'est surtout extrêmement excitant. Pouvoir avoir accès à des moyens marketing. Alors bon, je dirais pas que je suis blasé de ça, parce que on a eu la chance de travailler sur des campagnes d'envergure avec Walking Dead notamment. Ça a été génial, quoi. Enfin, de pouvoir. Mais justement, t'en avais peut-être pas eu de la même ampleur depuis Walking Dead, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Absolument, ouais. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, le décalé, ça nous semblait logique, puisque on réagit toujours au rythme de publication aux États-Unis aussi, et je me voyais pas effectivement attendre 1 an et demi avant la publication d'une conclusion. Donc là, on va rester sur 1 an et demi, 2 ans, 2 ans pour les 3 albums, on va dire, ce qui est quand même très raisonnable, surtout pour une série indépendante. Tenue par toujours les mêmes auteurs, ça aussi, j'y tiens, d'accord. On n'est pas dans un registre de fill-in ou d'artistes invités pour parer aux défaillances de rythme du dessinateur habituel de telle ou telle série. En revanche, la série, elle est pas vraiment terminée. C'est-à-dire que la trilogie originale, oui, est terminée. La trilogie de base, le cycle vraiment principal, il est terminé. Il se termine demain avec la sortie de Berserker 3. Mais l'univers continue avec des one-shots. L'univers, en fait, il est suffisamment riche pour qu'il y ait des one-shots, et on a un autre one-shot qui va être publié. Il y aura 2 one-shots à venir, en fait, en français. Poetry of Madness et Fallen Empire, du coup. Oui, alors ces 2-là étant regroupés dans un premier album, il y aura 2 autres spéciaux qui font l'objet d'un 2e tome hors série. Mais qui n'ont pas été annoncés en VO encore pour le moment. Non, pour le donc coup. voilà, tu peux considérer que c'est un scoop. On savait qu'il y avait 3 déjà. Ce que je sais depuis peu, c'est qu'il y aura un 4e spécial, donc ça permet d'envisager de regrouper 2. Je me doutais très fortement que vous alliez les suivre, mais je savais pas encore si tu faisais un album pour numéro, si t'allais regrouper. On va les regrouper 2 par 2 en l'occurrence. Ouais, plutôt 2 par 2. Bonne nouvelle à savoir, parce que notamment, t'as des auteurs, enfin des dessinateurs comme Steve Cross sur le premier. Et Rebecca Isaac sur le second, qui je trouve font un travail absolument oui, avec en plus des récits qui sont qui justifient pleinement dans le registre du développement de la série d'origine, quoi. Et on sent la patte de Keanu Reeves derrière, quand même. Ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. À côté, t'avais quand même aussi des albums Avatar qui ont plutôt bien marché cette année. Ouais. Ça, j'imagine que c'est poussé par, il y avait le film qui était sorti, mais après, c'était pas ton premier essai sur la licence Avatar. Vous avez déjà publié quelque chose d'autre avant ou pas? On avait publié, non, sur Avatar, on avait publié uniquement un album 1 mois avant la sortie d'Avatar 2, avant La Voix de l'eau. Donc ça remonte maintenant à 1 an et demi. 1 an et quelques. 1 an et demi, on va dire. Ouais. C'était toute fin d'année 2022. Donc celui-là est extrêmement bien reçu, et qui était d'ailleurs une relecture assez intéressante. C'était pas du tout une adaptation du premier film, mais c'était une relecture des événements
survenue au cours du premier film, mais un peu sur le principe des untold tales, en fait, de récits qui ne sont pas apparus comme si ça avait été des scènes coupées du film, en fait. Et c'était vraiment très très intéressant, très très chouette, et très très bien dessiné par Yann Dursema, qui est une autrice que j'aime particulièrement, et pour avoir eu le plaisir de l'éditer longtemps dans Star Wars, c'était un vrai plaisir de la retrouver. Et puis cette année, oui, une trilogie, The High Ground, qu'on a sorti effectivement, et ça va se poursuivre tranquillement. On va égrener d'autres albums de l'univers Avatar en attendant la sortie du troisième opus cinématographique. Mais là, Disney nous aide pas beaucoup, bien au contraire, parce qu'ils ont repoussé encore d'1 an la sortie en fin 2025 du Avatar 3, qui était initialement envisagé pour fin 2024, et ce qui aurait normalement pu nous permettre de publier pas mal d'Avatar en 2024. Mais on va espacer tout ça, égrener tout ça. Il faut toujours se plier aux aléas du monde hollywoodien. Oui, surtout quand il s'agit de licences comme ça, parce que ça c'est un peu le contre-exemple de ce que je propose au sein du catalogue, parce que c'est une vraie licence cette fois-ci, hein, contrairement à tout le reste. Berserker, c'est pas une licence, c'est pas encore. Walking Dead, c'est non, on peut pas dire ça. C'est vraiment une BD qui est créée au départ par des auteurs, et que ça devienne ultérieurement quelque chose qui va se développer sur d'autres plateformes. Ça, c'est, après, on peut appeler ça licence si on veut, mais pour moi, une licence, c'est quelque chose qui est né ailleurs et qu'on adapte en BD. C'est sûr, mais quand tu as le projet qui naît de bande dessinée et t'aperçois que moins d'1 mois après, Netflix est déjà sur le coup, tu vois que quand même c'est Keanu Reeves, tu dis que l'ensemble a été monté, c'est de la même façon que au Japon, t'as des mangas qui sont montés, où t'as dans le contrat d'édition, t'as l'anime qui est aussi déjà prévu de départ. Ça ressemble quand même beaucoup à ça. Là, le catalyseur a été. C'est pas un gros mot, licence. Hein. Non, c'est pas la preuve. Quand il s'agit encore une fois d'avoir des licences de qualité, et il y en a eu. Enfin, une société d'édition comme Dark Horse a bâti son catalogue à l'origine en faisant du comics de licence, mais de très grande qualité, chose qui n'était pas le cas auparavant. Les premiers Aliens, les premiers Predators, c'est vraiment des très très bonnes bandes dessinées, quoi, issues d'univers cinématographique. Bon, là, la différence, c'est que avec Berserker ou Walking Dead, c'est qu'à l'origine, c'est une vraie bande dessinée, et certes, ça SM vers autre chose. Alors que ça aille plus ou moins vite, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le nom de Keanu Reeves est un catalyseur important pour la réussite de ce genre de projet, pour le développement sur des plateformes différentes, effectivement, d'une bande dessinée au départ. D'ailleurs, ça a plutôt bien marché aussi d'un point de vue de lectorat, puisque pour le coup, j'ai même vu un album de comics se glisser dans un top 20 hebdomadaire de livres hebdo, ce qui, depuis Walking Dead, n'était jamais arrivé, ou alors à une ou très rares occasions. Donc c'est quand même... Non, ouais, c'était chouette. Pour le coup, c'est, voilà. On va pas le dire. Il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué, c'est que tu avais quand même terminé pas mal de séries. On a eu des pour Farmhand, pour Stillwater aussi qui s'est continué, pour Oblivion Song. Farmhand, c'est pas fini, ouais. Il reste un tome. Hein. Ouais. Il reste encore un tome, pardon. Ouais. Oblivion Song qui s'est conclu. Ouais. Et en parallèle, en fait, pas trop forcément de lancement de séries, mais plus des albums en récit complet, que ce soit Télépathe ou Lodger. Est-ce que, parce que ma question, c'est aussi, ça part d'un sentiment que, il y a une partie du lectorat ou le lecteur de façon générale qui aime plus trop s'investir dans quelque chose qui fasse plus qu'un tome, en fait. C'est à la fois le fait de suivre ce qui est publié aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a très peu de séries à suivre et de longues séries qui sont lancées. Hein. On est plutôt sur des formats qui sont des séries de mini-séries. De fait, nous on suit un petit peu cette tendance-là, c'est-à-dire que eux aussi publient des choses en attendant de voir si ça va prendre suffisamment pour pouvoir proposer d'autres arcs narratifs sous forme de mini-séries. Dernière tentative qu'on a fait sur une série dite à suivre comme ça, c'est Radiant Black. Tu l'évoquais tout à l'heure, donc ça a été extrêmement décevant en termes de vente. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on met ça en stand-by, quoi. Ce qui est une manière polie de dire que pour l'instant on l'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tome 4 prévu, quoi. Voilà. Parfois on a même des tomes comme ça qui sont d'ores et déjà traduits, prêts à apparaître, et puis non, pour l'instant on les met pas sur le marché parce qu'on sait que c'est une tôle commerciale assurée, donc ça c'est pas ce que l'on souhaite, même si on le sait, décevoir quelques centaines de lecteurs, mais quelques centaines de lecteurs, c'est pas suffisant aujourd'hui pour faire suivre une série, quoi, tout simplement. Ça, c'est toujours le message qui est terrible à entendre pour les lecteurs concernés qui effectivement se sont mobilisés, qui ont donné. Bien sûr, et je les remercie d'autant plus à chaque fois de le faire. Enfin, ça, je me cache pas, mais c'est quand ça vient nourrir la frustration dont on parlait tout à l'heure, parce que on aimerait pouvoir faire plaisir à tout le monde, mais choisir, c'est renoncer des fois.
C'est ça. Et il y avait un autre aussi temps fort quand même cet automne. C'était le retour de Walking Dead chez Delcourt. Alors de façon détournée, puisque on n'essaie pas Robert Kirkman qui faisait une nouvelle série, puisque ça de toute façon il a dit qu'il le ferait pas. Mais Tilly Walden qui s'empare de cet univers pour faire donc c'est une trilogie de romans graphiques pour le coup. Mais oui, en fait c'est très bizarre parce que c'est un peu là on est plus proche de la licence entre guillemets puisque on part du jeu vidéo. Oui, en plus c'est vrai qu'en plus voilà, qui lui-même été inspiré de la bande dessinée, mais comme quoi il est toujours possible de faire de très très bonnes bandes dessinées à partir de licences, mais bon là on est sur un univers déjà connu et qui était un succès. Le succès qu'on sait et de voir, moi ça a été une vraie surprise en fait de voir Tilly Walden arriver sur Walking Dead. C'était un casting inattendu, on va dire. Je pense que personne l'a anticipé, hein, franchement. Mais c'est là où moi je continue à apprécier énormément la hardiesse de Robert, en plus de laisser son bébé, celui par lequel effectivement il a été surnommé une Midas des comics, aux mains de Tilly Walden. C'est audacieux, c'est vraiment très très audacieux et le résultat est là parce que narrativement c'est vraiment très très chouette quoi. Elle est probablement beaucoup moins à l'aise graphiquement sur les scènes d'action peut l'être un Charlie Adler ou un Tony Moore, c'est une évidence, mais elle a des forces ailleurs sur des séquences émotionnelles qui sont développées de fort belle manière quoi dans la relation entre les personnages par exemple, c'est superbe, c'est magnifique quoi. Et on a vraiment très envie de lire la suite surtout. C'était une évidence pour toi de le publier parce que de toute façon t'avais pas ne pas publier un Walking Dead, ou mettons que si par exemple t'avais vraiment détesté, t'aurais dit non mais je fais l'impasse dessus. Bah la question s'est pas posée parce que j'ai pas détesté. C'est pas une pirouette hein, mais non après enfin quand c'est mon je considère aussi pour répondre à l'inverse, c'est un peu mon devoir d'éditeur de poursuivre une série qui a connu un succès tel que Walking Dead. Certes avec un gap de non-publication de près de 3 ans depuis la fin de la précédente série, donc on repart quelque part sur des bases complètement nouvelles. Hein. On s'attendait absolument pas à connaître avec Clementine le même type de succès que ce qu'on avait eu sur le dernier tome de la série Walking Dead. C'était pas possible, d'accord. Il était même mentionné dans l'article de BFM que c'était un lancement à, je cite, 600 exemplaires sur la semaine de sortie, qui est pas. Enfin, pour l'échelle du comic, c'est pas calamiteux. Pour l'échelle Walking Dead, c'est quand même très. Oui, si on se référait effectivement au précédent titre. Maintenant, moi, j'avais pas d'attente non plus démesurée là-dessus, parce que on repart 3 ans après, tu repars presque à zéro. Hein, et surtout, on touche pas forcément le même lectorat. Les gens ont considéré que la série Walking Dead était terminée, donc aujourd'hui, il faut les convaincre de revenir pour cette trilogie qui est It's Old Beast. En fait, c'est vraiment quelque chose qui peut se lire même de manière un peu indépendante, qui peut intéresser à la fois les lecteurs de la saga Walking Dead en BD, les amateurs de la série télé et les joueurs bien sûr du jeu vidéo de chez Telltale, mais qui peut aussi, de par sa nature, passer à côté complètement de ces 3 lectorats. Donc ça, on en est parfaitement conscient. Puis il y a même tous les gens qui connaissent Tilly Walden parce qu'elle a été éditée chez Gallimard. Enfin, d'ailleurs par un lectorat qui supposément ne s'intéresse pas du tout aux comics de genre, on va dire. Et ni même à Walking Dead, bien sûr. Walking Dead, parce que c'est clair. Donc ça fait autant de facteurs qui sont autant des facteurs d'attraction possibles que de répulsion. Donc ça veut dire que en gros, tu sais pas comment ça va marcher. Ce qui est toujours un petit peu difficile à évaluer. Mm-hmm. Et c'est vrai que sur ce cas particulier, et en fait c'est une stratégie plus globale que j'ai aussi noté. Pareil, c'est comme les formats poche ou les grands formats, ça tu réinventes pas la roue, mais de fait d'avoir vraiment des couvertures variantes, alternatives avec des libraires souvent en fait, où tu fais du partenariat avec des libraires. J'ai l'impression que vous le faites plus quand même maintenant. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on avait absolument pas fait parce qu'il y avait pas forcément de demande ou que nous ne l'avions pas suscité. Au cours de la dernière décennie, et puis il y a maintenant un an et demi, on a commencé à avoir effectivement des appels du pied auxquels on a répondu avec grand plaisir, et puis on a mis en place ça. C'est pas toujours très évident de le faire avec de multiples partenaires comme on a aux États-Unis. Hein. C'est pas comme si on avait une espèce de carte blanche issue de DC par exemple pour Urban ou de Marvel pour Panini, quoi. À chaque fois qu'il faut négocier. Puis même chez eux, je pense qu'ils sont soumis à des process de validation. Hein. Process de validation, oui, mais quand un principe est validé une fois, il est valable pour les suivantes, quoi. À quelques exceptions près. Quand nous, il faut aller vers Boom Studio pour Berserker, il faut aller pour Skybound pour Walking Dead ou McFarlane pour Spawn ou etc. C'est un travail ça démultiplie les étapes, ouais. Ouais, bien sûr.
Mais oui, c'est vrai, ça a été vraiment génial de pouvoir collaborer directement avec le réseau là-dessus, et on a eu la chance d'être vraiment extrêmement bien supporté par plusieurs enseignes, hein, que ce soit la Fnac, Momi, Album, Excalibur, Central Comics, Pulps, enfin je pourrais tous les citer. Puis même des librairies indépendantes, le Comptoir du Rêve, voilà. enfin voilà, un peu partout en France surtout. C'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment beaucoup plu qu'on ne soit pas dans du pur parisianisme là-dessus. Oui. Et le fait est que même en 2024, là, c'est une tendance qui ne s'infléchit pas. On a de très belles nouvelles éditions spéciales à proposer, ouais, qui vont arriver. Et puis ça te permet aussi même de mettre à contribution des artistes bien d'ici, puisque il y a Paul Renaud, mais même Ludo. Barky aussi, ouais. Pardon? Barky, ouais. Oui. Guillaume Kibar, enfin, du coup, Kibar, voilà. Kibar, c'est avec sur Spawn, ouais, c'est ça, également. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, donc tu continueras. Et donc, dernier point de ce bilan avant d'aborder. Oui, excuse-moi, j'en complète avec une qui est aussi importante parce qu'elle est sortie il y a pas très longtemps, mais même d'arriver à travailler avec l'auteur d'origine, le dessinateur d'origine. Ça a été le cas avec l'Entre du Snorgle à Marseille, qui est un livre à Marseille, et pour qui on a fait réaliser par Sean Phillips une couverture alternative sur Night Fever, quoi. Oui. Qui était tellement bien réussie d'ailleurs que elle a tellement plu à Ed Brubaker qu'il souhaite l'utiliser sur une autre version à venir de Night Fever aux États-Unis. Parce que eux, c'est vrai que j'allais presque oublier de les mentionner, mais c'est vrai que Brubaker Phillips, c'est on va dire ça coule de source en fait que toute nouveauté qui est annoncée chez eux finit par arriver chez vous, et en plus pas trop longtemps après. Là-dessus, c'est parce que de toute façon là votre partenariat il est gravé dans le marbre, j'ai envie de dire. Ouais, il est gravé sur les marges de San Diego, ouais, pour c'est ça, voilà, l'anecdote d'origine. Tout à fait. Écoutez le précédent podcast si vous l'avez pas. Ouais, c'était rigolo, mais c'est vrai que ça reste d'avoir cette confiance établie depuis maintenant plus d'une dizaine d'années avec Ed et Sean. Ça permet une réactivité sur les projets, une confiance qui est établie, et voilà, faire des couvertures variantes c'est une chose, pouvoir publier très rapidement ou être au courant des projets à venir avant la moindre communication faite vers l'extérieur, ça aide beaucoup à enrichir ce catalogue et ce pan de nos publications. Donc là, on a Where the Body Was, intitulé Là où gisait le corps. On l'a francisé volontairement en cours d'année. Et puis, écoute, la semaine prochaine, on sortira juste avant Angoulême aussi une réédition, et non pas une simple réimpression de Scènes de crime, qui était quelque part la toute première collaboration véritable entre Brubaker et Phillips, même s'il n'était qu'encreur sur les crayonnés de Michael Lark. Ouais. Mais justement, pourquoi l'avoir francisé, ce titre? On s'était posé la question avec Corentin. Pourquoi pas? Parce que moi, je suis le premier à souhaiter le faire à tout moment, parce que il y a pas mal de titres aujourd'hui en anglais qui sont parfois difficiles à prononcer pour les non-anglicisants. Certes, ça fait plus comics, ça fait plus The Real Thing, d'accord, mais là, ça s'est imposé. Moi, dès que je peux, au contraire, trouver un titre qui est percutant, suffisamment en français, ou pourquoi pas le faire? On l'a fait sur Edgin, ça nous a bien réussi. Et parfois, c'est une plantade. D'accord, on l'avait fait sur Temps Mort, je crois, il y a quelques années, une série de chez Image, et c'était les gens sont passés complètement à côté, pas seulement à cause du titre, hein, j'imagine, mais voilà. Non, au contraire, moi je suis là aussi pour défendre peut-être paradoxalement aux yeux de certains, mais la langue française, quand on peut, là, Where the Body Was, c'était une logique de l'appeler Gisèle. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi pour conclure ça? Brubaker Phillips, c'était là-dessus, non? Ouais, Brubaker Phillips, parce que t'arrives même à suivre, parce que quand on parle de ralentissement de production, eux, t'as l'impression qu'ils font que presque accélérer, quoi. Parce que c'est-à-dire que Where the Body Was vient à peine de sortir aux États-Unis, que paf, le prochain apparaît déjà, et qu'il s'arrête pas. Et est-ce que pareil, t'as un lectorat qui arrive à suivre, parce que bien sûr qu'on veut tous suivre tout ce que font Brubaker Phillips, parce que c'est quand même la science d'avoir un minimum qualitatif haut de toute façon. Mais est-ce que aussi les lecteurs arrivent à suivre, et en même temps en termes de prod à pouvoir les agencer dans ton calendrier? Ouais, c'est pour nous c'est un des piliers. Je parle pas forcément de succès commercial ici, mais c'est un pilier qualitatif du catalogue, ça c'est une évidence. On a suffisamment de de variété dans ce qu'il propose, même si tout ça peut être mis dans un grand sac pardon,
noir, polar, enfin ce genre de choses. Il faut bien avouer que chaque série ou mini-série, on va dire, ou chaque œuvre qu'ils produisent a sa propre identité, en fait, narrative. Kill or Be Killed, c'est pas la même chose que Reckless, quoi. D'accord. Fondu au noir, c'est pas la même chose que Night Fever, qui n'est pas la même chose non plus narrativement, parce qu'en plus là où gisait le corps est vraiment un whodunit un peu particulier, qui est vraiment extrêmement bien fichu. Narrativement, c'est d'une belle trouvaille, c'est une qualité d'écriture. Ed Brubaker est suffisamment capable de se renouveler à chaque projet, en fait, pour que l'effet de surprise soit toujours là, en fait. Donc les gens qui connaissent et qui ont goûté à Brubaker Phillips, ouais, ils ont envie d'y revenir, quoi. Et puis on est un peu récompensé aussi avec l'annonce récente de la série télé. Alors même si on était officieusement déjà au courant depuis quelques temps, mais ça c'est l'avantage qu'on peut avoir d'une relation de confiance avec les auteurs. Série télé qui émane en plus d'un projet d'adaptation de film qui se n'est jamais fait, qui est annoncé il y a 13 ans. Ouais, tout à fait. Ouais. Dès les origines de la série, en fait. Et puis là, oui, ça y est, ils ont enfin signé, le projet est enfin lancé. Et maintenant, comme pour tout ce qui a été annoncé comme gravé dans le marbre depuis maintenant des années avec Hollywood ou les plateformes, j'attends d'être assis devant un écran pour le voir et pour y croire vraiment. Donc on verra. C'est vrai que ça pourra, surtout que là tu auras une gamme d'intégrales toute prête, parce que a priori Criminal ça peut aller vite, c'est pas un truc qui demande énormément de moyens, en tout cas en termes d'effets spéciaux, et c'est pas le truc qui demande le plus. Non, et puis ce qui est extrêmement rassurant aussi, c'est que Ed Brubaker va participer à l'écriture. Donc là on peut être sûr qu'on aura une fiabilité et un respect, une fidélité de l'œuvre d'origine. D'un genre. Et donc maintenant, est-ce qu'on peut un peu aborder 2024, le futur de non, c'est fini, le temps qui nous était imparti. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais dû demander avant. Non, mais bien sûr, avec mon plaisir. Parce que donc on a déjà évoqué ensemble donc Berserker le tome 3 et le fait que il y a les futurs one shot qui arriveront bien évidemment chez vous, ça c'est fait. Ouais. Je pense qu'il faudra parler de distillerie. Peut-être aussi, parce qu'on a su depuis l'annonce de la création de cet éditeur que le groupe Delcourt en fait avait participé à cette élaboration, et que donc que vous avez un contrat, j'imagine qu'il est le même qu'avec Skybound, un contrat cadre d'exclusivité, ou en tout cas de premier regard, un contrat privilégié, voilà, sur leur titre. Et tu mentionnais juste avant que tu hésitais en fait entre publier Gone de Jock et Book of Evil. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a d'autres titres qui ont déjà commencé à sortir chez Distillery qui vous intéressent? Je pense notamment à Somna. Oui, Somna, personnellement, j'ai trouvé absolument fantastique. Qui est pour moi le peut-être le plus intéressant des deux d'ores et déjà proposés. Oui, ça c'est sûr. Et puis ne serait-ce que par la présence de Becky Cloonan et Tula Lotte, laquelle a travaillé d'ailleurs avec Scott Snyder que tu évoquais tout à l'heure. Que tu vas faire aussi. Oui, mais là de la même manière, peut-être que, on va voir, c'est pas encore décidé, mais avancer sur Somna me semble peut-être plus intéressant dans un premier temps pour présenter le travail de Tula Lotte, quoi. Mais encore une fois, c'est pas du tout déterminé. En revanche, Distillery, don't hold your breath, quoi, en fait, parce que donc ça commence tout juste à être publié. Il y a plusieurs numéros dans chacune des séries. C'est quelque chose qui ne verra un jour au sein du catalogue que, dans le meilleur des cas, fin 2024 et peut-être plus facilement début 2025. Après, je voulais pas que tu dises oui, c'est bon, il y a un truc qui sort en mai ou en juin. C'était plus dans le fait que vous étiez bien décidé à ça, même si, comme dit, votre nom apparaissait dans le communiqué de presse. Oui, bien sûr. Bon, on va en discuter de toute façon avec Chip Mosher et David Schleinberger, qu'on va voir à Angoulême de toute manière. Oui, on se voit régulièrement. C'est ça, parce que c'était pas surprenant non plus, puisque c'est eux avec qui vous de toute façon vous étiez déjà en très bonne entente professionnelle, puisqu'il y avait les partenariats avec Comixology et Delcourt aussi de longue date. Le fait que vous aviez ce partenariat avec Comixology Originals que vous aviez signé aussi. Donc quand les deux font leur nouvelle maison d'édition, c'était pas du tout surprenant en fait. Le rapprochement et l'information c'est opéré, que ce soit avec Guy Delcourt ou moi sur la partie plus opérationnelle. Bon, ça fait partie des relations privilégiées qu'on peut avoir avec certains acteurs majeurs aux États-Unis de la BD dite indépendante, on va dire ça comme ça. Et moi je suis particulièrement ravi de ces accords parce que ça permet effectivement d'avancer avec une forme de tranquillité en voyant les projets se bâtir et de pas avoir à se battre en aveugle pour l'achat de licences, c'est du confort. Ouais.
d'être assuré. Il y a un autre point aussi sur lequel forcément j'ai des évidences, mais peut-être qu'on peut en discuter. C'est Robert Kirkman qui lance un tout nouvel univers avec The Rivals. Est-ce que ça sous-entend, et techniquement, si tu le publies, ça sous-entend aussi que tu vas devoir... C'est pas nous qui allons le publier, ça sera un autre éditeur, ça sera annoncé dans les semaines qui viennent. Ah merde, ok. Non, c'est un vrai choix. Non, c'est un vrai choix. Ok, d'accord, autant pour moi. C'est un choix qui est... Mais non, faut pas tourner autour du pot, hein, faut dire les choses. Bien sûr qu'on a regardé, on s'est intéressé à ce que ça pouvait produire. C'est un projet de cœur de Robert, ça fait des années qu'il est ultra fan de Transformers et de cet univers-là. Il a proposé un deal à Hasbro, en fait, et aujourd'hui je me suis retrouvé face à un dilemme en fait, puisque Hasbro, à travers ce deal, impose que nous publions absolument l'intégralité en français des titres qui vont être proposés. Ouais. Pour moi, ça correspond pas à mon approche en fait éditoriale et surtout avec des licences, puisque là il s'agit quasi exclusivement de licences qui sont loin d'avoir fait leurs preuves commercialement parlant, que ce soit Transformers ou G.I. Joe, et encore moins bien sûr toutes les séries dérivées qui sont programmées à ce jour. S'il m'avait été possible d'opérer une sélection à travers l'ensemble des projets, je ne dis pas, ça, pourquoi pas, mais là c'était pas possible dans ces conditions-là. Donc, et à un moment donné, on explique, on dit des choses, et puis non, on fera pas. Ok, donc, très bien. Quelqu'un d'autre le fera, oui. C'est parfait, voilà. Très très bien. Bon, dans ce cas, je te laisse aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ce qui arrive, dans ce que tu as le droit de dire, et ce que tu as envie de dire. Hein, oui, tout à fait. Je vais parler de mes coups de cœur principalement. Ouais. Bien sûr, il y a la nouvelle série de Simon Spurrier et puis Charlie Adler, d'Undreamall, qui débarque dès le mois de février avec le premier tome d'un diptyque. C'est superbement écrit et puis magnifiquement dessiné. Mais enfin ça, on connaît la qualité de narrateur et de dessinateur de Charlie. C'est vraiment de l'horreur décomplexée et bien bizarre, et de l'occultisme bien bizarre, mais vraiment qui tient la route. Et donc premier tome en février et second tome un peu plus tard dans l'année. On aura juste avant la diffusion du deuxième opus au cinéma de Dune de Denis Villeneuve, l'adaptation de la première partie qui sera en bande dessinée chez nous. Que du coup vous avez décalé ce que ça avait été annoncé pour l'automne. Donc là forcément c'est logique aussi de devoir on suit l'actualité cinématographique de ce côté-là. Ouais. Le lancement d'une trilogie aussi qui s'appelle Dark Ride. On vient de la relire et qui est vraiment superbe parce que c'est vraiment de l'horreur gore développée par Joshua Williamson et dessiné par l'excellent André Bressan qui avait officié ensemble sur Birthright jusqu'à maintenant. Ça arrive pour mars. Ouais, est-ce que ça c'est 8 tomes, hein, Birthright chez vous ou plus? Non. C'est 10 tomes. 10, pardon, voilà. Ouais, 10 tomes et alors 8 pour Outcast et 6 pour Oblivion Song. Oui, non, mais pardonne, moi j'ai pas tous les chiffres. Non, je t'en prie, il n'y a pas de souci. mais c'est ça paraît aussi, c'est vrai que d'ailleurs à l'heure où on enregistre ce podcast, on a fait l'actualité ce matin à l'écrit, mais de dire que c'était logique, enfin, bien entendu, si t'avais pas aimé, tu l'aurais pas fait, mais quelque part, vu que t'avais quand même fait, justement une série de très longs cours avec cette équipe créative, de dire, leur prochain, c'était attendu que ça vienne chez vous. C'est super chouette, quoi. Vraiment, c'est bien. Et, ça a été une vraie découverte, une vraie éclate à faire. Et puis, on va essayer de la faire rayonner auprès des fans de parcs d'attractions, parce qu'il est question de ça. Effectivement, il y en a beaucoup en France aussi. Enfin, je le sais à travers les relations qu'on a pu nouer, moi à titre personnel avec le Futuroscope notamment. Oui, bien sûr. Ouais. Au-delà de ça, l'arrivée enfin en VF du Hellboy et BPRD signé Olivier Vatine. Quand même, oui. Tome 8, voilà. Ouais. Parce que tout le monde pouvait pas se prendre l'édition de tête on est bien chez Black and White. On est bien d'accord. Donc là, vraiment, on a travaillé. Il y aura pour la petite histoire une édition spéciale publiée en collaboration avec le réseau Pulps Comics. Voilà. Ok. Avec aussi une deuxième couverture d'Olivier Vatine inédite. Très important bien de le dire. Quand on met en avant nos auteurs Frenchy. Ouais, mais surtout qu'en plus c'est vraiment super cool d'avoir Vatine faire du Hellboy. L'histoire elle est bien écrite, bien dessinée. C'est très très chouette. Ouais. De ce second tome pour l'instant, en espérant que ça ne soit qu'un deuxième de Arrow Smith aussi en avril. Voilà, donc peu de temps après la sortie, la réédition du 1, qui est une réédition augmentée, retraduite et tout. Canary de Scott Snyder et Dan Paluchan, on l'a évoqué tout à l'heure en mai. Et puis mai, c'est aussi le mois qu'on a choisi pour célébrer officiellement le 30e anniversaire de Hellboy. Donc on commencera l'année avec le Hellboy BPRD dans lequel se situe le récit d'Olivier.
Et on poursuit avec un album Hellboy 30e anniversaire edition, qui est une création VF, on va dire, au même titre qu'on avait fait le Spawn 30e anniversaire. Et ben là, c'est le tour de Hellboy. Hein. On fait le tour de nos petits soldats de l'enfer là. Après Spawn, bah c'est Hellboy, et c'est un chouette album qui va regrouper tous les récits courts ainsi que le récit d'origine. Des illustrations et puis on va y retrouver aussi la toute première apparition chronologique de Hellboy dans les pages de Next Men. On va y trouver des choses comme ça. Donc c'est un chouette point d'entrée à tout l'univers Hellboy finalement qu'on va proposer sous cette superbe édition qui elle-même disposera aussi d'une édition spéciale. Un truc spécial. Ouais, elle est pas encore annoncée officiellement, donc je dis pas avec qui. Un autre de mes gros coups de cœur de l'année, c'est un titre qu'on a choisi de franciser également et qui s'appelle Les Affamés du Crépuscule. Alors c'est The Hunger and the Dusk, trop bien, de Gwendolyn Willie Wilson au scénario et puis l'ami Chris Wygoose au dessin qu'on avait découvert en France sur Porcelaine, sur la trilogie Porcelaine. C'est une magnifique série en apparence uniquement d'heroic fantasy, donc on peut se dire tiens c'est super, c'est bourrin, c'est des humains qui vont taper des elfes et des orques, et c'est au final une belle réflexion sur la différence, sur le fait de devoir s'unir face à un mal supérieur et surtout une belle histoire d'amour aussi. Donc c'est important de le préciser, il y a que de l'amour dans ce programme 2024 chez Delcourt, c'est magnifique. Parker Girls qui va marquer le retour de Terry Moore aussi chez nous, et puis un truc qui est très attendu des fans, et je le comprends parce que moi je suis ravi, ça fait des années que je cours après cet album, c'est c'est Bone hors série, avec un album de 160 pages entièrement dessiné par Jeff Smith, qui va permettre de retrouver en couleur les aventures de Big Johnson Bone, mais aussi pas mal de récits inédits. Et là aussi, c'est une édition qui va être unique en son genre, la VF, puisque Jeff nous a permis de picorer dans les récits qu'il avait publiés au fil de ces dernières années, pour constituer un album qui va regrouper donc plusieurs récits. Voilà, comme si c'était des récits survenus, se raconter autour du feu, justement, et notamment pour cet ancêtre de Bone, en fait, qui s'appelle Big Johnson Bone. C'est vraiment très très chouette, et puis c'est toute la poésie de Jeff Smith qui est au rendez-vous. Autre coup de cœur, et puis on va arriver, j'en ai encore 2-3 effectivement sur la fin d'année, mais Poussière d'os, encore un titre francisé, hein, c'est Our Bones Dust, qui est le titre créé, écrit et dessiné par Ben Steinbeck, sorti très récemment, il y a 1 ou 2 numéros seulement qui sont publiés chez Image, et qui est un récit post-apocalyptique de toute beauté et magnifiquement travaillé par Ben, ne serait-ce qu'au niveau du langage. Et on opère avec le traducteur, qui est Laurent Kessy, en l'occurrence, tout un travail sur la langue, sur le niveau de langue, puisque Ben a eu l'excellente idée de bosser sur un récit qu'il a en tête depuis des années. Ça fait des années qu'il travaille sur ce projet, hein. Et à partir du moment où on est dans un univers post-apocalyptique, eh bien il n'y a pas de raison que la langue ne s'effondre pas non plus. Et justement, tout le travail qu'il a fait sur la langue anglaise qui se déforme, qui s'appauvrit, en fait, on va essayer de le traduire et de le retranscrire en français. Donc là, il y a un vrai beau travail qui est en cours de réalisation par Laurent. Et on va bosser là-dessus pour faire un album qui s'annonce magnifique, quoi. Ensuite, on va retrouver du Jeff Lemire et du Matt Kind au scénario sur Cosmic Detective. Ah, ok. Ouais. Très bien. Celui-là, on l'avait jamais annoncé nulle part pour l'instant. Ouais. Il y aura le 2e tome de la trilogie Clémentine, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Ouais. Et puis, allez, pour la route. Parce que là, il y a déjà tellement d'informations à retenir. Ah bah oui, mais c'est bien, mais on les égrènera avec plus de détails au fur et à mesure des publications de presse, mais on aura Petit Conte Macabre, encore un titre francisé, dites-moi. Ouais, c'était pas un reproche, hein, avant, c'était juste une interrogation. Non, du tout, mais je le prends pas comme ça, mais non, je suis ravi de pouvoir le défendre justement en français, parce que ça vaut le coup. C'est Four Gathered Around Christmas Eve. Ah oui, trop bien, ok. C'est cet album qui est tout juste sorti avant les fêtes aux États-Unis chez Dark Horse, qui est piloté entièrement par Eric Powell, qui dessine 2 des 4 récits que comporte
cet album. Il y a James Aaron aussi, non? Les trois autres étant décidés respectivement par James Aaron, Mike Mignola et Becky Cloonan. Bref, oui. c'est une all-star oui, roster, quoi. En fait, c'était vraiment très très chouette. Voilà. Bon, après, il y a bien sûr d'autres choses qui apparaîtront. J'en garde sous le pied, comme on dit, mais il y a des trucs vraiment très très sympas au sein de ce catalogue 2024. Je suis hyper fier de pouvoir présenter tous ces ouvrages en fait au cours de cette année à venir. Très bien. Ben écoute Thierry, merci beaucoup pour ça me fait tellement tellement de travail aussi à faire par après de retranscrire tout ça, mais il y aura le temps effectivement de réaborder ensuite quand il y aura les dates plus concrètes et tout ça. Mais c'est vrai que ça fait déjà pas mal de titres sur lesquels je sais sur lesquels on pourra se concentrer effectivement et appuyer un petit peu plus dessus. Et je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'avoir joué le jeu de cet exercice. Avec plaisir. Donc du bilan et des perspectives pour 2023 et 2024. On espère que ce podcast ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On a besoin de votre soutien aussi de vous, le public. Faites connaître le podcast sur vos réseaux sociaux, autour de vous, à votre libraire, pourquoi pas, si jamais il connaît pas. Et donc partagez. Puis si vous pouvez, on a également une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour assurer pérennité à ce média. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Thierry, je te dis à bientôt. Merci Arnaud, merci de m'avoir accueilli. Puis merci beaucoup aux auditeurs d'une part et à ceux qui continuent à nous suivre et à nous faire confiance aussi à travers les sélections de ce que nous proposons. Voilà, à bientôt.